Trouble double double, swing double. Shoodle up, whoa, you, shoodle waddle, whoa, swing. And the intercom rolls, it tell me to come. So she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. Comment ça va, Farid? Je Dis la vérité. En vrai, ça va pas trop. Ouais. Non, là, ça va pas trop. Là, ça va mieux. J'avais super faim en plus. Et le thé, là, tout ce que j'aime dans ma vie. Là, t'es chez moi, Tagine. Ouais. C'est mon resto préféré à Paris. Ok. 13 rue de Crussol. On tenait à prendre le temps de parler ensemble parce que j'ai rarement vu des interviews où tu étais à l'aise et où tu prenais le temps. Et je me dis, c'est paradoxal d'être aussi à l'aise sur scène et aussi en retenue quand tu dois parler de toi. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas le même travail, en fait. J'ai le sentiment que quand je parle de ce que je fais, je dénature un petit peu. Tu comprends? Je te fais un plat, je vais pas t'en parler. Je vais te le faire goûter, quoi. Et j'ai le sentiment que c'est pas mon travail. C'est un peu contre nature, quoi. D'être en télé et que il y a plein de gens connus que tu connais pas et d'un coup on dit vas-y toi, sois marrant maintenant, sois vendeur, parle-moi de ce que tu Mais fais. la dernière fois que tu es venu en télé, tu étais chez nous. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais, ça a été, ouais. Et dans les autres télés, ça se passe peut-être pas pour d'autres raisons que ce que tu viens d'évoquer. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension. C'est pas que ça se passe mal, c'est que j'ai le sentiment de ne pas être en train de faire quelque chose de naturel. Tu vois, là, par Ouais. exemple, on se parle, avant qu'on mette les caméras, ça change pas beaucoup de maintenant quand on est en train de parler. Alors qu'en télé, c'est vraiment genre, c'est du cinéma en fait. Action, ce truc, faut que tu te tiennes correctement parce que sinon on va dire que tu es trop avachi, il faut enlever le chewing-gum, il faut que tu regardes dans telle direction, pas que tu regardes telle caméra. Et puis, il faut que chaque réponse soit efficace. Tu vois, c'est pas une vraie conversation. C'est pour ça que la radio, par exemple, moi je prends vraiment du plaisir à la radio parce que j'ai le sentiment que c'est du vrai. Le sentiment que je suis en train de rencontrer quelqu'un vraiment. Et là, tu es vraiment en télé au bout du concept de te vendre. C'est hyper bizarre, quoi. Tu sais, nous, ce qu'on fait, ça peut paraître être un gros mot, mais c'est de l'art. On fait de l'art. Et qu'à un moment donné, quand tu dois parler de ton art comme étant un produit, ça, c'est un peu gênant. Et puis moi, j'ai aussi beaucoup eu du mal avec l'idée qu'on puisse s'intéresser à ce que je raconte. Tu sais, moi, dans mon état d'esprit, c'est genre, je fais de la scène, je fais des blagues, j'essaie de raconter des trucs sur scène, mais à côté de ça, tu t'en fous de ma vie, quoi. T'as mis combien de temps à réussir à écrire des blagues sur toi? J'y suis presque. Parce qu'on a l'impression que c'est vers ça que c'est en train de tendre. Ouais, j'y suis presque. J'y suis pas encore, mais j'y suis presque. Parce que c'est aussi un travail d'introspection. C'est presque thérapeutique, au final, d'aller chercher en soi, parce que c'est de la prise de risque. Et moi, je suis au début de ce processus-là. J'ai l'impression que mes spectacles, parce que j'ai déjà en tête précisément ce que je vais faire après, le troisième et peut-être aussi le quatrième, que tu sais, c'est un truc en moi, que je sens vraiment vers quoi je vais tendre. Et j'ai le sentiment qu'en fait, chaque spectacle, c'est un peu comment tu me découvres, moi, dans la vie de tous les jours. Le premier, il y avait ce personnage un petit peu hautain et qui sait tout et qui est un peu, qui se la raconte un petit peu. Dans le deuxième... C'est drôle parce que quand Franck Dubosc, il fait le personnage hautain, on se dit Franck Dubosc fait un personnage hautain. Ouais. Et quand c'est toi, on dit Farid est hautain. Parce que c'est un peu moi. C'est moi quand tu me connais pas. Il y a plein de gens qui m'ont juste fréquenté de loin, juste ils me disent bonjour, ils me croisent. Ils ont l'impression que je suis un mec hautain, dédaigneux. Qui met des cerwells. Ça, c'est un peu vrai. Oh, il ose. Et ouais, je crois que du coup, sur le premier spectacle, c'est un peu ça. Tu vois le Farid que tu connais pas, en fait. Qui a envie de se montrer sous son plus bel appareil, quoi. Je crois que c'est ça. Et dans le deuxième, je suis un peu plus relax, un peu plus souriant, un peu plus d'autodérision. Et dans le troisième, je crois qu'il y aura un peu plus de prise de risque sur ce qui me fait peur dans la vie. Avant de parler de ce qui te fait peur dans la vie, question très simple. Est-ce que tu as galéré avant que ça marche? Je crois pas. Je crois On pas. dit toujours un humoriste, il doit faire 5-6 ans de scène, de rodage avant que ça puisse... J'ai fait ces années-là, mais je ne l'ai pas vécu comme une galère. Je me rappelle que quand je commençais à faire de l'humour, on parlait de l'ascension folle de Foresti, que ça a été hyper rapide. Et rapide dans l'humour, c'était 6-7 ans, Foresti. Et du coup, moi, bah, ça a été normal. Ouais. Quoi. Moi, ça a mis... j'ai eu mon premier spectacle produit au point virgule, c'était en 2014. Mais avant ça, en 2013, je crois, c'était On ne demande qu'à en rire.
Tu vois, tout a suivi son cours sans griller des étapes, sans que ce soit trop pressé. J'ai le sentiment que ça s'est fait de manière plutôt naturelle. Est-ce que toi, tu étais le mec marrant à l'école, donc les gens t'ont incité à faire des blagues, ou tu étais le mec Pas du introverti Pas du tout. et tu riais dans ta tête et t'osais pas faire les Pas blagues du aux gens? tout. Moi, si j'étais un personnage de manga, je serais celui avec la casquette, qui lève sa tête, il dit un truc, les gens ils rigolent pas, ils rebaissent la tête. C'était ce mec-là dans le fond de la classe, tu sais, il y a souvent le groupe des mecs un peu populaires, le groupe des intellos, et moi je pouvais passer d'un groupe à l'autre. Et les mecs, il y avait des mecs marrants et moi j'enviais ces mecs-là. Moi en fait je faisais rire par sarcasme, par ironie, parce que je savais jouer avec tu sais, la limite de l'insolence. Donc ça faisait rire la classe et puis ça énervait les profs. Parce que j'arrivais à rester à juste limite qui font qu'ils n'ont rien de concret à dire sur ce que j'ai fait de mal. Tu comprends? Parce que c'est du sarcasme. Mais des fois, je disais des trucs plus ou moins drôles qu'on n'entendait pas. Ça, c'était surtout au collège. On les entendait pas et c'est ce truc classique de il y a le mec drôle de la classe qui le répétait et ça faisait rire. Et moi, j'étais là, mais c'est moi qui l'ai dit. C'était ça ma vie. Et les meufs? C'est-à-dire, Bah, au collège, avant que tu fasses de l'humour. j'ai toujours été un. Ça marchait déjà ou c'était inexistant? Ouais, ça a toujours été mon principal talent, malheureusement. Ouais. J'ai toujours été. Parce que j'ai toujours voulu être ce mec différent. Et. Ah, je viens d'une culture de queutards, il faut le dire. C'est ça, hein, les mecs des îles, tu vois, mon père, mes grands frères, mes cousins, j'ai cette image de, tu sais, d'hommes qui savent parler aux femmes, quoi. Et donc moi, dans mon état d'esprit, ça a toujours été... Le collège, il y a eu quelques déconvenues, mais dès le fin de collège, début du lycée, c'était... Ouais, ça a toujours été pas facile, mais un truc naturel, quoi. Si une meuf vient te voir en disant ouais mais t'as une répute de queutard, tu dis ouais. Ou Je vais dire, alors, déjà, d'où tu tiens ça? Et Elle peut dire qu'elle l'a vu dans cette interview. elle peut le Elle t'a dire. entendu le dire. Non, mais je crois pas l'être. Je crois que je le suis pas, mais je renvoie beaucoup cette image. Au fond de moi, en vrai, je le suis pas. C'est juste que je suis dans un rapport de séduction avec les gens, mais je sais qu'en vrai, je le suis pas. C'est une aisance que j'ai avec dans le rapport aux autres, parce que dans ma vie de tous les jours, tu sais, je suis quelqu'un qui aime foncièrement les gens. Mais vraiment, genre. Ouais, t'as un cœur d'artichaut. Non, Tu tombes amoureux tout le temps. Alors ça, oui, mais aussi j'aime Ça parler. c'est la base. J'aime parler à des gens que je connais pas. Tu vois, j'aime découvrir des gens. Là, j'ai fait du shopping juste avant de venir et il y avait un Renois, un Guadeloupéen T'as ivoirien découvert? que j'ai découvert qui parlait coréen. Je suis rentré dans le truc, il parlait coréen avec des Coréens. Je dis mais t'es qui toi? Et on a commencé à discuter. Et tu vois, je finis par prendre son numéro et du coup, ce truc-là, bah, ça se multiplie un peu avec la gente féminine. Mais je crois que c'est plus un truc que je renvoie qu'un truc que je suis. Moi, je sais qu'au fond de moi, je suis un romantique. Moi, j'ai envie d'histoire à l'eau de rose. Tu crois à une histoire avec une personne? Ah, je sais tellement pas. Ça va être de ça que je vais parler dans mon prochain spectacle. Là, je suis en plein dedans, je sais pas. J'ai l'impression que c'est deux mondes qui s'affrontent et je sais pas si c'est une construction sociale. C'est un fantasme qu'on s'est créé dans notre histoire ou si c'est vraiment quelque chose de possible. S'il y a beaucoup plus d'histoires durables avant que maintenant, c'est qu'il y a une raison, c'est que la femme, elle s'est émancipée. Le fait d'être séparée aujourd'hui, c'est plus aussi grave qu'avant. Et du coup, je sais pas si le fait de pouvoir tenir aussi longtemps avec une personne, est-ce que c'est une preuve d'amour ou est-ce que c'est un conditionnement? Je sais pas. Toi, c'était à 11 ans la séparation de tes parents? Ouais. Tu l'as vécu comment, toi? De manière grave ou Parce que ton père est reparti aux Antilles, c'est ça? Au Cap-Vert. Ouais. Ne me confonds pas avec ces gens-là. Ouais, je l'ai pas vécu comme un divorce à ce moment-là. Je l'ai vécu comme l'abandon de mon père. En vrai, quand il est parti la première fois au Cap-Vert, je suis parti avec lui découvrir ce pays dont on m'a parlé depuis que je suis tout petit. Et je suis resté là-bas 2 mois. Et c'est en rentrant que je me rends compte, bah, il va rester là-bas en fait. Et l'année d'après, je repars aussi 2 mois avec mon grand frère. Et en revenant, il y a vraiment ce truc de, bah, ça va être ça à chaque fois. Il va plus être dans ma vie en fait. Et il y a un truc qui s'est un peu brisé en moi parce que mon père, c'était mon héros. C'était mon modèle, j'étais terriblement fier qu'on me disait que je lui ressemblais. Donc je crois que ça a été
une douleur, mais ça a été une séparation nécessaire. S'il était resté, je n'aurais pas fait ce métier. C'est sûr et certain. Il t'aurait empêché? Il ne m'aurait pas empêché, mais il aurait été trop pragmatique, trop terre à terre. C'est parce que mon modèle d'autorité à la maison, c'était ma mère. On peut dire ce qu'on veut sur l'égalité homme-femme. Une femme, en général, c'est toujours plus ouvert d'esprit, c'est toujours plus à l'écoute. Et elle m'a poussé vers ça. Dès qu'elle a senti qu'il y avait ça en moi, elle m'a soutenu dès le premier instant. Et j'aurais pas fait ça sinon. Donc tu vois, il y a des choses qui ont des raisons d'être. Tu l'as revu ton père ou pas? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, on a toujours été au téléphone et tout. Mais il est revenu il y a 4-5 ans de cela ici en France. Et puis on a toujours été très proches. Il y a toujours un truc de... Je sais pas, je crois que je suis l'un de ses fils qui lui ressemble le plus. Il y a vraiment une connexion très forte, quoi. Et puis c'est l'histoire d'amour qu'il a avec ma mère, c'est un truc qu'ils se connaissent depuis... Ils sont amoureux depuis qu'ils ont 5 ans, tu vois. Leur mère, elle se connaissait entre elles. Ma grand-mère du côté de ma mère est la marraine de mon père. Tu vois, donc c'est un truc intense. Moi, je nais de ça, quoi. Je suis l'élu, tu comprends. et du coup, la relation qu'on a ensemble, elle est très intense. Et on s'est un peu retrouvés. Tu l'as déjà vu dans ton public, ton père? Ouais. Ça te fait quoi, ça? En fait, mon père, c'était très particulier parce qu'il ne réalisait pas l'état à distance. On lui parlait de tout ça. Au début, il disait « Ouais, mais fais attention, les études, etc. » Il ne réalisait pas trop. Et la première fois qu'il m'a vu sur scène, c'était en première partie d'Alex Lutz. Devant, c'était 900 personnes. Et donc là, déjà, il est surpris, quoi. Il fait vraiment ça, mon fils. Et 1 an après, c'était moi qui remplissais les Bobino. Donc il est un peu déstabilisé face à ça. Ouais. C'est quelque chose il y a un gros sentiment de fierté et aussi un truc qui le dépasse dans l'idée que son fils, c'est un grand maintenant, c'est un adulte, il fait des choses, il produit quelque chose, il communique quelque chose qui le dépasse, quoi. Quand tu es à table en famille, tu es plutôt introverti ou c'est toi qui fais le... Non. Quand je suis en famille, c'est... Moi, j'ai des gens qui sont très drôles autour de moi, notamment mon petit cousin Hervé, c'est avec lui que je suis monté sur scène les premières fois de mon existence. Il a beaucoup pris de moi et du coup, à la maison... En plus du fait que je fasse ça, tu vois, c'est moi le mec drôle, à faire le con, le fou et tout, mais auprès d'humoristes, je suis un simple soldat. Ouais. C'est parce que je suis autant entouré de mecs tellement drôles, ils sont trop... C'est un stade où, tu sais, les gens qui sont pas dans ça, ils sont dépassés. Moi, je me rends pas compte, mais des gens qui dans sont la pas... culture stand-up, tu veux Non, dire. qui sont pas entourés d'humoristes. Ouais. En fait, ils disent, putain, c'est pesant, ils sont tout le temps en train de chercher la bonne blague, comme s'il y avait une compétition, et quand toi, t'es dedans, tu t'en rends Mais pas souvent, compte. les humoristes, entre eux, ils rigolent même pas, ils disent ça, c'est marrant. Ouais, ça, c'est notre fou rire. Mais, C'est votre max, quoi. Ouais. Mais quand on est... Là, par exemple, j'étais en tournée, j'avais 3 premières parties avec moi. Ils sont tout le temps en train de faire des blagues. Et moi, quand je suis avec ces mecs-là, moi, je suis un spectateur. Mais si quand t'es dans ta famille, c'est toi qui fais rire, et si t'es avec des autres mecs Mais drôles... parce que c'est des moldus. Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est toi qui fais rire. Et si t'es avec des mecs marrants le reste du temps, à qui tu parles vraiment? T'as un vrai ami que tu peux appeler en parlant sans faire de blagues? Ouais, il y en a pas mal, ouais. Il y en a beaucoup, ouais. Qui est très drôle aussi. J'ai un ami, un Iranien, Olinga, on peut refaire le monde ensemble pendant des heures. Ouais, bien sûr, il y en a. Moi, j'ai pas du tout cette exigence d'être drôle, mis à part les gens qui me connaissent pas ou en télé. Les gens qui me connaissent pas, le fait d'être un humoriste, c'est pesant parce que très vite, il y a cette phrase de « mais t'es pas drôle en fait ». Ah, mais je suis pas un clown en fait. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que je connais pas un humoriste qui est drôle dans la vie. Tu connais pas les bons. Et c'est pas vrai, Roman Frécinet, il est super drôle dans la vie de tous les jours. Mais malgré lui. C'est pas vrai. C'est aussi sa force parce que c'est un vrai mec marrant. Ouais. Jason Broker, c'est un tueur dans la vie de tous les jours. Panayotis, très drôle dans la vie de tous les jours. Kev Adams, il est plus drôle dans la vie. C'est un mec vraiment drôle. Moi, il me fait vraiment rire. Ça me fait chier des fois de le dire. Il me fait vraiment rire dans la vie de tous les jours. Non, il y en a beaucoup. Après, oui, il y a le côté très artiste et très j'ai pas envie de faire ça. Moi, c'est pas ça qui m'a amené à faire de l'humour. Moi, c'est la scène. C'est parce que j'ai un plaisir et un naturel à être sur scène
qui fait que je fais ce métier-là. Mais sinon, j'ai jamais été ce mec dans la vie de tous les jours. Tu vois, si on est dans un endroit, un dîner, moi je connais pas grand monde, je vais plus regarder que faire le dîner, tu vois. Moi, je suis plutôt le mec introverti. Quand on parle de Jason Brokers, de Roman Fressinet, de Kian, de toi, de Panayotis, on a l'impression qu'il y a une nouvelle génération, de gens de plusieurs générations différentes, mais il y a une nouvelle effervescence en ce moment. Et le point commun entre vous tous, c'est que vous avez mis du temps à être attaché à personne. On faisait la dernière fois le rapprochement entre l'arrivée de la culture hip-hop Ouais, ce que j'allais dire. et du stand-up. Avant, il y avait le groupe produit par Joe Star, le groupe produit Ouais. par Cool Chain, le groupe produit par IAM. Et puis maintenant, c'est des mecs qui sont produits par personne à part eux. Je crois qu'on est en train de vivre, là en ce moment, genre l'arrivée du rap sur Skyrock, quoi. Je crois qu'on vit là maintenant on commence à prendre au sérieux le stand-up et à le voir comme un art à part entière et puis à le sortir de la case dans laquelle on l'avait mis. Et aussi parce que, ouais, nous on avance dans notre art, quoi. Tu vois, il y a des choses qui se sont transmises de génération en génération. Et il y a l'arrivée de YouTube, et puis ensuite l'arrivée de Netflix. Il y a en France des geeks du stand-up. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, ça avance et on se rend compte que c'est pas vrai, c'est pas un truc américain. Ouais. Et puis on a vu Monter sur scène et raconter sa vie et le dire de manière français drôle, aussi. c'est C'est universel. En ouais. fait. Ouais. Tu parles de geek du stand-up, un phénomène comme Copy Comics serait pas arrivé il y a même pas 2 ans. C'est très 3 grave ans. ça. C'est très grave. Là, quand tu vois qu'on interdit Gad Elmaleh Ouais, à Montréal, dans l'absolu, je comprends l'idée, mais c'est insensé, quoi. Comme si on allait le sanctionner d'eux. Le mec est millionnaire, quoi, ça change rien du tout. Tu vas rien retirer à ce qu'il avait. Tu comprends? Maintenant, c'est essayer que lui devienne un exemple, que lui, il fasse son mea culpa, mais rentrer en guerre contre ça, ce qui est fait, ça a été fait, quoi. Et je crois que cette manière de dénoncer, de manière cachée, d'aller taper sur les gens, tu sais, Copy Comics, il fait même des bandes annonces. Et la semaine prochaine, bam, Gad Elmaleh, comme si c'était un film qu'il annonçait, qu'il y a vraiment une mise à mort en direct. C'est tout cet univers des réseaux sociaux et de Twitter un peu nauséabond. On est content de pouvoir montrer que un mec, il a fait des erreurs, quoi, tu vois. C'est des erreurs qu'il a faites. Je le défends pas. Je pense que, tu vois, un mec comme Gad Elmaleh qui fait ça, lui, il a conscience de ce qui a été fait et on doit faire en sorte que tous les mecs qui arrivent ne fassent pas ça. Mais cette mise à l'amende en public, c'est dégueulasse, quoi. t'as déjà eu la tentation de prendre une autre blague, C'est ou impossible. même de manière inconsciente? Impossible. Tu sais, moi, j'écris avec des gens, ce qu'on appelle des co-auteurs. Un co-auteur qui est Jason Brokers. Et son travail, il consiste aujourd'hui à me dire ça, tu peux aller plus loin, ça, c'est marrant, ça, c'est pas marrant. Tiens, ça, regarde, j'ai pensé à ça. Et on trouve une vanne ensemble. Et quand Jason, il trouve une vanne, pour moi, il dit ah putain, il y a ça qui est marrant. Et effectivement, elle fonctionne. Déjà, ça me fait du mal. Jouer une vanne qui a été dite, on l'a pas trouvée ensemble. Des fois, ce qui fonctionne le plus, c'est il dit un truc, je dis un autre truc et on trouve quelque chose ensemble. Et ça, c'est un plaisir hors du commun. Mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'une vanne que vous trouviez ensemble existe déjà? C'est possible, ça? Bien sûr, ça arrive. Mais dès que tu le vois, tu l'enlèves. Tu comprends? C'est comme tu es hyper content d'un pull, tu arrives, tu sais que ton meilleur pote, il est là, tu le mets plus. Tu vois? C'est ça, c'est un truc logique, quoi. C'est aussi un rapport à ce que tu fais. Parce que est-ce que ta volonté, c'est de faire rire coûte que coûte ou de trouver des trucs, toi? Effectivement, il faut pouvoir dire à ces mecs qui sont puissants c'est pas normal de prendre des vannes à des plus petits. Mais ça, tu vois, je crois que Gad, le travail qu'il fait de jouer dans les petits comedy clubs, de donner cette image-là au stand-up, de faire son travail, lui, de montrer que c'est un artiste, bah, je crois que nous, en le croisant et sachant ce qu'on sait dans les discussions qu'on a, je crois que c'est des choses qui, normalement, vont évoluer naturellement, tu vois. Mais c'est pas un mec qui vient et qui va dire maintenant c'est toi qu'on va mettre à l'amende. Tu vois, moi je suis le premier à trouver ça scandaleux que quelqu'un puisse prendre une vanne. Mais d'une, il y a le truc de personne n'est juge de qui que ce soit. Et la deuxième chose, c'est il y a un truc par exemple où on m'a parlé des chaussures de ski à un moment donné. On m'a dit ouais en fait ça c'est un Montréalais.
parce il fait la démarche du mec qui marche en chaussures de ski. Et ça, c'est une réflexion. Si toi et moi, on veut écrire un truc sur le ski, on va parler de ça en premier. Donc, il y a aussi plein de choses mélangées je trouve une vanne et je trouve la même vanne que le mec et j'ai pris des vannes. Effectivement, il a pris des trucs, mais tu vois, lui, tu sens le sentiment, la nécessité d'aller faire du mal à quelqu'un. T'as déjà pu avoir la réflexion de me dire cette blague peut blesser des gens, je la mets pas dans Ouais. mon spectacle? Constamment. Parce que pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ma vision de l'humour, et je critique pas le reste, mais j'ai le sentiment, moi, que c'est le premier moyen de connexion avec quelqu'un, le rire. Tu vois, toi et moi, si on apprend à se connaître, on va commencer à se rapprocher parce qu'on va rigoler ensemble. Et j'ai l'impression que c'est ça la vertu du rire. C'est genre, tu fais en sorte que des gens, ils se connectent entre eux. Et dès lors que je fais une blague et qu'il y a un groupe d'individus, c'est pas juste une personne qui vient qui me dit ça, je l'ai mal pris. Elle peut avoir mal compris. Mais quand c'est un groupe d'individus qui dit bah ça, c'est pas normal, ça nous vexe, pour moi, j'ai raté mon métier. À quel moment t'as réussi à mettre en adéquation je suis un artiste et c'est mon métier? J'ai toujours peur, moi, de ce mot-là. Métier, ça va, j'ai toujours peur de le vivre comme un travail. C'est qu'à un moment donné, en fait, quand tu passes un certain niveau, ce que tu fais ne t'appartient plus. Donc Tu c'est parles des impôts? Ça. entre autres, ce que tu fais ne t'appartient plus. Donc ça veut dire que un sketch, il y a ce que moi j'avais en tête, il y a ce que j'ai réussi à en faire, il y a ce qu'on voit de ce que j'ai réussi à en faire, et il y a ce que les gens pensent de ce que j'ai réussi à en faire. Donc tu as trois strates entre ce que tu as dans la tête et ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu vois, un tube, c'est un tube et tu peux pas le contrôler, et ça te fait chier de le rejouer parce que c'est ça qu'ont aimé les gens. En général, dans un album, souvent, c'est pas la chanson préférée de l'artiste que les gens préfèrent. Parce qu'à un moment donné, ton œuvre d'art, elle ne t'appartient plus une fois que tu l'as donnée. Parce que passer un certain stade, ça touche trop de gens. Et C'est quoi ton tube à toi? C'est quoi qu'on te demande? ce dont on parle tout le temps, c'est le legging. Mais du coup, quand tu passes ce stade-là et que ça ne t'appartient plus, ça devient un métier. Parce que tu dois aussi penser à moi, je veux faire ça, mais on va penser quoi de ça? Il y a des humoristes que leur tube a poursuivi, quoi. Il y a des humoristes qui ont été flemmards après des tubes. Ouais. Tu vois, Roland McDan, on lui a fait ouin-ouin pendant Ouais. longtemps. Il y a un truc à accepter, quoi. Je pense que eux aussi, ils sont traumatisés par leur propre succès. C'est quand tu es traumatisé de te dire je pourrais jamais faire aussi bien que ça. Mais je le comprends aussi, parce que passer un certain stade, quand tu gagnes trop d'argent, c'est dur d'avoir des choses à dire. Tu vois, Kevin Hart, par exemple, là, le dernier spectacle est mieux, mais celui d'avant, tu commences à sentir qu'il est essoufflé parce qu'il se déplace en jet privé. Tu comprends? Et t'as pas d'inquiétude quand c'est comme ça. T'as pas d'urgence à raconter des choses. Donc pour toi, il faut être inquiet pour faire rire. Non, faut être dans la vraie vie, un petit peu. Et Dave Chappelle, il a eu raison pour toi quand il est parti s'isoler. Dave Chappelle, c'est... Moi, le premier, il m'a pas plus touché que ça, celui de à 15-20 ans, là. J'aimais bien, c'est l'un des très bons stand-uppers que Ouais. portent les Mais ses États-Unis. sketchs télé étaient plus drôles. Moi, je les avais pas vus, ça. Mais Netflix, ce qui est sorti, moi, ça m'a presque donné envie de faire autre chose de ma vie. Ouais, c'est trop fort. Ça t'a remis en question. Ouais, on fait pas le même métier. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Ouais, quand je vois ça, tu sais que le mec, il prend 50 millions pour ça. L'année d'après, il en ressort. Mais c'est que il est aussi dans une mise en danger, dans un inconfort. Et aussi, il attend que ça vienne, j'ai le sentiment. Il y a une exigence de Kevin Hart de tous les ans battre des records et remplir des arénas, et tu vois. Et je crois que, ouais, à un moment donné, en France, ça arrivait beaucoup. Hein. On a vu plein des artistes qui... Gad, il a fallu avoir ça, selon moi. Gad, il y a eu des moments où ça répondait trop, et même lui, il en parle, je crois. Hein. Ça répondait trop à ce que les gens voulaient. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il fait un peu plus ce que lui veut. Et du coup, tu vois, moi, quand je croise dans un petit comédie club comme le Paname, ça fait plaisir, quoi. Tu te dis, le mec, il vient se mettre en danger, il vient vivre sa vie d'artiste, vraiment. Donc, ouais, j'en ai vu, ouais. Qui est-ce qui te faisait rire quand t'étais môme? Mon père.
Non, quand j'étais tout petit, c'était Eli Kako. C'était mon héros, Eli Kako. Ah ouais, il m'a traumatisé. Madame Sarfati, je comprenais même pas, c'était une dame, c'était quoi. Et puis ensuite, le prof d'anglais, la racaille qu'il faisait. Ah ouais, Eli Kako, c'était... Il y avait aussi beaucoup Bruno Salomon. C'est fou parce que je l'ai croisé là à Marseille, j'ai pu lui... Ça, c'est incroyable, c'est une vie d'humoriste de pouvoir croiser les gens qui t'ont genre créé fous rires. des sentiments amoureux pour cet art et de pouvoir leur dire, putain, c'est grâce à toi que je fais ça. Et j'ai croisé Bruno Salomon et j'ai pu lui dire, c'était la chaîne Comédie, il mettait les mêmes sketchs en boucle, il y avait Danny Boone aussi, au piano, le kawaii et tout. C'était ça, quand j'étais petit, c'était beaucoup ça. Tout petit, c'était ça. On va rappeler l'histoire. Donc, tu rencontres une prof qui te motive à faire de la scène. Ensuite, tu rencontres Kader Aoun, Ouais. qui travaille avec toi. Donc là, ça se professionnalise beaucoup plus sérieusement. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier billet? Waouh. C'est Yacine Bellos qui dit tout ce que j'ai sur moi, je l'ai acheté avec des blagues. C'est fou ça. C'est fou de se dire tout ce que j'ai maintenant dans ma vie, c'est grâce à des blagues. Mon premier billet, je t'avoue que je m'en souviens pas du tout. Ton premier vrai billet? C'est tellement angoissant en plus de penser à ça. Je crois que je me rappelle de mon premier cachet. Et mon tout premier billet, c'était On ne demande qu'à en rire, mais j'assimile pas ça à de la scène vraiment. Et la première fois où j'ai touché de l'argent grâce à la scène, c'était l'Humour en Capitale, c'était un festival que j'ai gagné avec Alban Ivanov et Paco à l'époque quand ils faisaient de l'humour, Paco Pérez. Et du coup, j'avais gagné un prix, j'avais gagné de l'argent, c'était la première fois. Et ensuite, mon premier cachet, c'était avec le Jamel Comedy Club. Et ça, c'était vraiment une fierté parce qu'on te tanne, tu sais, quand tu fais de l'humour, quand t'es... Moi, il y avait deux trucs, on me disait, mais tu devrais faire le Jamel Comedy Club, tu devrais faire le Jamel Comedy Club. Et l'autre truc, c'était, tu connais Kev Adams? Je l'ai détesté si longtemps. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Tu t'en souviens pas? Pas du tout. J'ai dû acheter des sapes. Hein. Ouais. T'es attaché à l'argent ou pas? Je crois pas. C'est mon plus grand problème. J'utilise ma carte bleue comme un passe Navigo. Ouais. Ouais, en plus maintenant il y a le sans contact, ça facilite. Parce que ça génère beaucoup d'argent aujourd'hui, Farid. Ouais. Farid, moi? Le mec qui est sur les affiches, qui remplit des zéniths. Ça va générer plus, je crois, que ce que ça génère aujourd'hui. Attaché, non, mais à mesure qu'on avance, on a la volonté de... Et c'est peut-être une fausse idée, c'est peut-être une erreur, mais... Tu sais, moi, j'aime beaucoup... Mon temps libre, souvent, c'est avec mes cousins, mes frères, et on fait des jeux de société. On se réunit, on fait des jeux de société jusqu'à 3 h du matin. Et la plupart du temps, il y en a forcément un qui dit « Ouais, ça y est, moi, il faut que je rentre. » Et moi, je suis là « Oh, ça va. » Non, je me lève à 7 h du matin. Moi, je suis là, genre, 7 h du matin. Moi, je vois jamais cette heure-là dans ma vie, tu sais. Et ils se lèvent pour un truc qu'ils aiment pas, objectivement. Ils s'en foutent de ce qu'ils vont faire, tu vois. Et moi, je suis là en train de me dire, moi déjà, je vais pas me lever du tout à 7 h du matin, je me lève quand je veux. Et je vais me lever pour un truc, c'est ma vie. C'est l'amour de ma vie. Et en fait, j'ai cette volonté qui, du coup, est liée au financier, de vouloir faire que les gens autour de moi, ils fassent un truc qui leur plaise. Tu vois, pouvoir faire un... Donc tu les engraines à se structurer autour de toi? Non, je veux... Ma volonté, c'est de faire que les trucs de base, le logement, la voiture, les courses, qu'ils n'aient pas à se préoccuper de ça. De développer ce que je fais à des niveaux où voilà, ils auront la possibilité d'être entrepreneurs peut-être, de se lancer dans des projets sans avoir le risque financier parce que je pourrais être derrière. Ça, c'est vraiment un objectif que j'ai dans ma vie. Lié à l'argent, mais sinon... Et te structurer, c'est quelque chose auquel tu penses ou pas? T'as pas du tout l'esprit... Bah ça, je crois que je vais être obligé, non? Moi, je l'ai été à un moment, obligé. Tu l'as été obligé. Je croyais que tu as dit j'ai été structuré à un moment. Ouais, je crois qu'on n'est pas structuré. C'est vrai? Non, je travaille avec des gens autour de toi qui sont structurés, ouais. Je crois qu'il faut, je crois que c'est un défi en soi, parce que d'être dans la vie un petit peu. Parce que moi, j'ai toujours cette... On l'a tous, je crois, peut-être au fond, cette angoisse que la semaine prochaine, ça peut s'arrêter, quoi. Peut-être en 2021, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que j'aurais apporté au monde, moi? Je suis pas docteur, je suis pas plombier, j'aurais apporté quoi? J'aurais arrivé et dire « Ah, vous savez, les gilets jaunes, on s'en fout. »
Tu comprends? Donc, je crois qu'être structuré et s'imposer des choses, c'est aussi rester connecté à la vraie vie, quoi, parce qu'on n'est pas dans la vraie vie. C'est pas vrai. Moi, je sais que je suis pas dans la vraie vie, je suis dans un rêve, quoi. Donc, Est-ce qu'il te rend heureux ce rêve? c'est... J'ai l'impression que tu le vis comme un fardeau. Ah, pas du tout. C'est tellement flippant de vivre un rêve que ça t'angoisse de le perdre, en fait. Et ça te culpabilise de... On est une poignée d'élus à pouvoir vivre ça. Et moi, ça me culpabilise vraiment. Je me dis, moi, ce que je vis là, c'est non seulement précisément ce que je voulais dans ma vie, mais c'est au-delà. C'est-à-dire que j'avais des rêves que j'ai dépassés il y a 2 ans. Je suis dans du bonus déjà dans ma vie à 27 ans. Tu comprends? Et il y a une partie de moi qui culpabilise. Il y a ça et la peur aussi que ça s'arrête. Donc tu as le syndrome de l'imposteur, c'est comme ça qu'on appelle ça. Peut-être, ouais. Qu'on vienne te reprendre. Peut-être, ouais. Moi, je me considère pas comme un mec marrant. Non. Donc, il y a toujours cette question de... Un petit peu au fond de... Donc t'es pas marrant, t'es pas que tard. Ça, c'est sûr que je ne suis pas. Lequel t'es le plus, c'est ça? Il y aurait un jeu, Cutard ou marrant? Non, Cutard, c'est une image. Et c'est pareil, l'image d'être ce mec drôle dans la vie de tous les jours, ça, c'est pas mal une image. C'est aussi lié au fait d'être artiste et lié au fait d'avoir du bagou, de la conversation, tu vois? Parce qu'il y a que tard et que tard. Il y a le fantasme que les gens ont sur le mode rockstar, les groupies. Et il y a ce que toi tu décris où tu as quand même la maladie de l'amour. On a l'impression que tu n'arrives pas à ne pas tomber amoureux de quelqu'un. C'est plus compliqué que ça. J'essaie de t'aider. Je paye à la fin ou pas? Il nous faut un canapé. Non, c'est des douleurs liées à la rupture. Et de savoir ce que tu as fait de mal, ce que tu as mal fait, est-ce que tu es une mauvaise personne? Moi, mon travail au jour le jour, il y a un proverbe iranien de la personne que je te disais tout à l'heure, avec qui je parle beaucoup, qui dit Kam Kam Rosbelo, ça veut dire peu à peu chaque jour, tu essaies de t'améliorer peu à peu chaque jour. Et moi, mon but dans ma vie, c'est de devenir quelqu'un, tu n'es jamais parfait, mais de m'améliorer chaque jour à être quelqu'un de bien. De ne pas mentir, de ne pas être haineux, de ne pas m'énerver, de ne pas détester. C'est facile de détester des gens, de détester des choses. Et c'est vraiment un truc que j'essaie de faire au jour le jour parce que j'ai le luxe que tout aille dans ma vie quasiment, à part ce côté sentimental. Et en fait, c'est la seule chose qui me fait me sentir être une mauvaise personne. Parce que je n'ai pas réussi le couple, j'ai raté 2 fois. Et c'est trop, c'est l'idée d'avoir des ex. C'est ce qu'on dit, jamais de horrible. 203. Merci de me rassurer. Non mais tu sais, l'idée d'avoir... tu parles à un grand rateur. Hein. Un pionnier. C'est toi, t'as ouvert la voie. Ah ouais, du ratage, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est... En fait, je m'interroge même sur l'existence même du couple, quoi. Là, il y a des gens qui ont des plans sur des dossiers sur toi, c'est ça? Disons qu'on est entre rateurs. Waouh. Ouais, je m'interroge sur l'existence même du couple. Mais t'es pas le seul à te poser la question de ça sert à quoi aujourd'hui le couple? Ouais, mais à côté de ça, j'ai pas envie de ce cliché de l'artiste. Ça m'intéresse pas en fait. Tu sais, Instagram, j'ai vraiment arrêté Instagram parce que j'en pouvais plus d'aller voir les likes de quelle meuf m'a liké. Être cet artiste de 40 ans qui est encore là à papillonner, c'est mon angoisse ultime. Je veux pas être ce mec-là. T'as quel âge là? J'ai 27 ans. Ouais, ça arrive vite. Ouais. Je veux pas être ce mec-là, même à la trentaine. Tu vois, là, il y a pas longtemps, j'ai partagé une scène avec Baptiste Le Caplin. Et sur scène, il dit, je sais plus, il parle de sa femme. Et il dit, j'ai que des femmes à la maison. Et moi, j'étais pas au courant qu'il avait des enfants. Il dit, j'ai 2 filles. Et ça m'a fait un truc en moi, genre, putain, c'est fou, je savais pas que c'était possible, quoi. Il y a un mec, il est plutôt charmant, et ça cartonne, et puis il a une vraie vie de famille. Je sais pas si c'est une vraie envie ou si c'est une construction, un truc dans lequel on est conditionné. Et moi, je sais que j'ai la volonté d'avoir quelqu'un qui m'accompagne sur la durée. Mais tu te sens adulte ou pas? Tellement pas. J'ai tellement envie d'être une adolescente toute ma vie. J'ai dit adolescente, hein. Ouais, je comprends. Toute ma vie. Ouais. Tu sais qu'il y a des problèmes, je sais pas, je veux pas. Laissez-moi. C'est ça que... Mais j'arrive justement à ce moment où tu n'as plus le choix. Moi, j'ai envie qu'on s'occupe de moi toute ma vie, tu sais. Qu'il y ait toujours des gens pour récupérer ce que je fais, toujours des gens pour me dire, tiens, t'as oublié ça sur la table du restaurant.
Tu vois, j'ai pas envie, moi, d'avoir des responsabilités. Moi, s'il n'y avait pas ce côté responsabilité, je serais papa depuis l'âge de 20 ans. Mais je sais qu'une fois que tu as un enfant, il y a quelqu'un qui dépend de toi. Et est-ce que tu as peur de reproduire ce que tu as vécu enfant? Non, c'est impossible. Quand je crée un lien avec quelqu'un, c'est inéluctable. Alors si j'ai un enfant, je le scratch sur moi. Et donc là, tu es célibataire? Je crois. Hein. Tu veux me mettre dans des problèmes, toi? Non, tu peux répondre, je Non, sais pas. si, non, si, je crois. Hein. Ouais. Ouais. Mais ça va m'aider à écrire. Et tu fais un tri quand tu parles à des gens? Tu as des tests invisibles? Tu dis des gens, tu veux dire des meufs? Je connais pas tes préférences, donc je dis des gens par politesse. Ah, c'est marrant. C'est marrant, c'est très 2019. C'est bien. Ça et la voiture électrique, je trouve ça vraiment cool. T'es vraiment... Waouh. Non, moi, c'est plutôt les meufs, malheureusement. Malheureusement, parce qu'on se ressemble tellement peu, finalement. Tu sais, être célibataire, il n'y a rien de... Je pense que c'est cool 3 semaines. C'est comme être en couple, c'est bien 1 an. C'est ça le truc, il y a toujours, toujours une période. Mais quand je parle à des gens, de manière générale, je ne me mets aucune limite parce que, je t'ai dit, moi j'aime rencontrer les gens et les gens qui viennent et qui te donnent de l'amour, peu importe la raison pour laquelle ils le font, je le prends comme tel, tu vois. Je t'ai dit, j'ai le luxe de pouvoir être dans un rêve, alors je vis un rêve dans la vie de tous les jours. Je pars du principe que bah, tu es quelqu'un de bien. Si tu me montres que finalement tu n'es pas quelqu'un de bien, bon, on sera un peu déçu, c'est pas grave. Et c'est quoi pour toi la meuf idéale? Dans mon rapport aux femmes, la meuf idéale, c'est une fille qui me comprend. Ouais. C'est une fille qui va me comprendre qui va comprendre mon monde, qui va comprendre qu'il y a le... Il y a des enfants qui te croient pas. C'est arrivé pile au moment. Ah! Espèce de mytho! C'est arrivé pile pendant ta disquette. Ah, t'aimes juste les gros seins, enculé. Non, ouais. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est une meuf qui me comprend. Ça veut pas dire une meuf qui va me laisser tout faire. Mais c'est une meuf qui me comprend, qui est ouverte d'esprit, qui... Qui est jalouse ou pas? C'est toujours bien, quelqu'un qui est un peu jaloux. Ça veut dire qu'elle tient à toi. Ça veut dire qu'elle est accrochée. Je crois que la jalousie, c'est juste une histoire d'être rassuré. C'est pas très grave. Mais moi, j'ai besoin d'être compris. D'être accompagné, de me dire que je suis pas mauvais, quoi. Je suis juste jeune. Je suis un petit con, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de comprendre la vie, j'ai besoin de connaître qui je suis vraiment. T'as surtout plein de conflits à régler, là. Ouais. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui est en conflit ou qui est en paix? Je crois que j'ai besoin. Peut-être quelqu'un qui est en conflit qui va pouvoir comprendre, mais ça va partir dans la folie. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui est en paix totale. J'ai besoin de quelqu'un qui est encore plus dans un rêve que moi. Mais quelqu'un qui est en paix, ça peut t'ennuyer. Ils sont chiants, les gens heureux. C'est vrai, c'est vrai. Non, parce que tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui va voir les choses plus positivement que moi. Parce que moi, je suis quelqu'un de très positif dans la vie de tous les jours. Et le seul truc qui me fait avoir des idées noires, c'est ça. C'est le rapport sentimental. Et moi, je crois que j'ai besoin de quelqu'un qui me dit « Eh, c'est pas grave, ça va. Regarde ce que tu fais à côté, ça va, c'est pas grave. Tu vas avoir mal, ça va passer, c'est pas grave. » Tu vois, quelqu'un qui va m'apaiser. Parce qu'en général... Tu vas pas la croire, cette personne. Si. Mais non. Si. Tu vas lui faire la misère. Parce qu'en général, tu vas la tuer. Tu vas la tuer, tu vas dire souffre, pour que tu comprennes comment je souffre. Non, parce qu'en général, dans le couple, Tu vois, toi, j'ai tu me prends pour un pervers narcissique. Pas ça. du tout. Si. Moi, je suis... Tu te sens capable d'être heureux? Ah, bien sûr. Moi, à la maison, tu vois, tu me demandais comment je suis à la maison. Moi, je suis celui qui vient et qui donne de l'amour à tout le monde, quoi. Tu vois, je suis là, je suis content. C'est très rare que je sois dans... Quand je suis dans la pénombre, c'est qu'il y a une histoire de meuf qui me casse les couilles. Tu comprends? Non, c'est que mais si t'en c'est donnes à qu'il tout le ratait monde, quelque chose. Si et t'en que... donnes à tout le monde, qui t'en donne? Ah, mes proches, mes amis, ils me donnent tellement d'amour. Ça, c'est un bonheur que j'ai, c'est d'avoir une famille qui est tellement là, qui comprend tellement ce que je vis et tout. Mais non, je crois que Mais t'as pas quelqu'un... répondu. Je crois que quelqu'un qui... De quoi?
quelqu'un, je pense qu'une meuf heureuse, ça te Si, casserait ouais, les ce que j'allais dire. Quelqu'un qui est heureux, moi, dans mon rapport au couple, c'est genre, c'est moi qui est dans l'apaisement. C'est moi qui apaise en général. Et je crois qu'il me faut l'inverse. Il faut que j'arrive à créer de l'apaisement dans le couple même. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que j'avais avec qui je dois trouver cet état d'apaisement, parce que le fait de ne pas être apaisé, il a été aussi créé par moi, tu comprends? Fais gaffe, hein, les ex, ça fait du mal à la mémoire. Hein. C'est mon plus grand problème. On se rappelle jamais hein, pourquoi on est parti. Ouais, c'est mon plus grand problème. C'est que je sais pas faire ça, en fait. Mais la dernière fois, c'est toi qui as tège ou qui t'es fait tège? C'est toujours un peu la même chose. C'est toujours moi qui dis je pense que tu vas être plus heureuse sans moi qu'avec moi. Et elle réalise très vite que oui. Et il se trouve que oui. Et une semaine après que j'ai dit ça et que ça a été fait, je regrette tout. Ouais. Je manque un petit peu de courage. Ouais. Tu cherches un moi aussi dans mes yeux, c'est ça? Hein? Non, non. Si. Je cherche le jugement. Ouais. Ah, il y a que de l'amour ici. Non, non, je pense que je manque de... Pourquoi tu veux que je te juge? Je rigole. Je manque de courage, ouais, beaucoup. Donc, prochain spectacle sur les meufs? Ouais, Sur ça va être- une meuf. sur tout ce dont on parle là, depuis tout à l'heure, ça va être que ça, je pense, le prochain. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit avec Jason. Je pense que celui dont on sera le plus fier, c'est Hexagone. Parce que je suis tellement fier d'avoir réussi à faire ça. C'est rare que je sois content d'un truc que je fais. Parce que Hexagone, ce qui est fort, c'est que c'est une cartographie de la France de maintenant. Mm. Avec toutes les composantes. Ça va de Finkielkraut à Orelsan. Ouais, Il y a tout le spectre, quoi. ouais, Finkielkraut. ouais. Faut en parler aussi, hein. Ça fait peur. Mais ce spectacle-là, c'était vraiment... J'ai besoin de raconter ce truc-là. Parce que réussir à parler de Zemmour et de Finkielkraut sans faire du commentaire d'actu un peu bas de plafond, parce que c'est la critique facile, Finkielkraut, Zemmour. Ouais, bien sûr. T'écris leur nom, c'est déjà une blague, donc les Ouais. gens... Il y a plein d'humoristes qui n'utilisent que ça pour faire rire. Ouais. Donc ça va pas trop loin, en fait. Moi, je ne l'ai pas intellectualisé, Eric Zemmour. C'est ça, en fait. Je le dis même dans le spectacle, j'ai rien d'intelligent à dire sur lui. Parce qu'il n'y a pas à intellectualiser ce qu'il raconte. C'est là qu'on donne de l'importance à un débat qui n'en est pas. Quand il parle des prénoms et d'une loi qui a été abrogée il y a plus de 20 ans de cela, bah, tu as déjà tout dit, en fait. Ça a été abrogé. Donc ça veut dire que toi, tu es au-dessus des lois de la France? Ton avis, il est Il y au-dessus. a une forme de démagogie ou de facilité à se moquer de Finkielkraut, par exemple. Finkielkraut, je m'en moque pas. À la fin, c'est vraiment un vrai dialogue que j'ai eu, que je raconte. Mais Éric Zemmour, c'est complètement une facilité. Je me le permets comme un jeu de mots, en fait. Genre, je vais pas intellectualiser et rentrer dans un débat. Je vais l'humaniser. Et Orelsan, qu'est-ce qu'il vient faire dans ton spectacle? Orelsan, son dernier album, il m'a bouleversé. Ça m'a fait penser à une ex. C'est toujours le même style de fille dont tu tombes amoureux. Tu sais, le style de fille qui te rend malheureux. Donc fais pas la pleureuse le jour où elle te brise le cœur. Sur la longueur, t'économises des pleurs. J'aimais bien ce qu'il faisait avant, mais je suis jamais rentré en cohésion comme ça avec un album. Et comme celui de Damso m'a vraiment, et encore un niveau encore au-dessus, traumatisé. Là, on est sur du trauma carrément. Je monte de level dans les nudes, j'en sors de compte certifié. Faire du sale en tantinet, tout est noir donc tout y est. Tout est noir donc tout y est. Mais ouais, Orelsan, ça m'a vraiment marqué parce que tellement... Après, c'est pas ce que je préfère de l'art en général. Mais ça me touche forcément parce que je suis un être humain. Parce que souvent, quand tu parles de toute la noirceur de l'humanité et de la mélancolie et de la négativité de ce qu'on s'interroge sur la vie, bah, tu touches tout le monde. Tu comprends? Mais moi, j'essaie de faire l'inverse, d'aller trouver ce qu'il y a de positif dans tout ce qu'on a de négatif. Mais c'est tellement vrai et actuel. Tu vois, il a un son où il parle de lui adolescent. Tu as l'impression que tu peux rien dire en plus de ce qu'il a dit, quoi. Tu peux pas rajouter une phrase. Pareil, la musique où il parle de sa meuf. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Putain, j'aurais aimé trouver ces mots-là, quoi. Ça devient un écrivain, un poète, c'est trop fort, quoi.
Je ressens presque la même chose qu'avec Dave Chappelle quand je vois un spectacle. Il y a ces chansons-là, je me dis, c'est tellement garni de plein de choses, quoi. C'est dense. Orelsan, ça mélange, quand il s'adresse aux filles, de pardon et merci. Ouais, C'est les deux. ouais. C'est ça qui est fort, c'est qu'il arrive à lier les deux dans un seul discours. Et tu ressens les deux avec la même intensité. Et tu as l'impression qu'en fait, il ne dit pas deux choses différentes. C'est ce que tu as envie de réussir à relier, pardon et merci. Exactement. Exactement. Et aussi, quoi choisir, tu sais? Où aller? Qu'est-ce que je dois faire vraiment? C'est ce que j'ai fait beaucoup dans ce spectacle-là, Hexagone, c'est qu'il y a beaucoup de questions et très peu de réponses. Et j'aimerais trouver plus de réponses dans celui d'après. Tu crois en Dieu ou pas? Un petit peu, je crois. Je crois que je crois, c'est ce que Ouais. je dis. Ton père était Rasta à la base. Ouais, Il y a une religion, ouais. Rastafarisme. Tu mangeais haïtal à la maison ou pas? Non. Non. C'était Non, un mais truc, mon père, c'est un grand croyant. Il n'y a pas une discussion au téléphone où il ne parle pas de Dieu. Là, il est reparti au bled parce qu'il travaille dans une entreprise qui fait de l'eau avec les ressources de là-bas. C'est la première du pays. Et du coup, il est dans une petite île où c'est très vert, où c'est très nature et tout. Et il me dit, il se sent seul, même si sa relation avec Dieu est très forte, et c'est son compagnon, quoi. Donc c'est ça, mon père. C'est quelqu'un qui... si Dieu veut, grâce à Dieu. Tu sens que Dieu ça peut faire t'accompagne. partie de ton équation avec les femmes? Et peut-être la paternité? Le gap qu'il y a entre moi et la religion, c'est la notion de crainte. J'aime pas l'idée de craindre quelqu'un qui m'aurait créé, quelqu'un qui incarne l'amour, quelqu'un qui est l'amour. J'aime pas l'idée de le craindre. Je crains pas mes parents. Et du coup, la notion de Dieu dans le couple, c'est souvent ça. La fidélité, elle vient de la crainte de l'après, et pas par respect de l'amour et de ce que tu crées. Du coup, je crois pas que ça m'aiderait. Et je reviens sur toi, de ce que tu as envie de faire après Hexagone. Je sais que jeune, tu as fait du cinéma. Ouais. C'est souvent l'étape, pour plein de gens qui cartonnent sur scène, c'est le cinéma après, avec plus ou moins de succès. J'ai fait du cinéma plus ou moins. J'ai fait un petit film. C'était vraiment de manière expérimentale, quoi. Il est sorti dans des salles et tout, mais c'était vraiment pour... parce que moi, Comment il s'appelait ce film? Océane, de Nathalie Sauvrin et Philippe Apieto. Préado et adolescent, c'était la chaîne Comédie Beaucoup, le Comedy Club quand c'est arrivé, et puis Ciné Live. Lire les mecs qui parlent de comment ils ont créé leur rôle. Ça a longtemps été un gros fantasme. Dernièrement, j'ai vu Richard Berry jouer sur scène, il jouait Plaidoirie. Et ça m'a donné envie de jouer ça. Mais c'est comme, c'est comme avoir une idée précise du fantasme de la femme que tu aimerais rencontrer. Et tu rencontres une fille qui ressemble un petit peu à ça, mais qui n'est pas du tout ça. Et c'est elle, la femme de ta vie. Moi, l'amour de ma vie, c'est le stand-up. Je peux et j'espère faire ça toute ma vie. J'ai pas besoin du reste. S'il y a du reste, ce sera du plus, ce sera cool. Mais j'en ai pas besoin. Donc télé terminée. Écoute, si on a des séries qu'on arrive à placer et essayer d'un petit peu de changer ce qu'on voit de la télé, ou aller dans le sens des trucs qui se font le mieux en télé, on le fera. Parce que moi, j'aime aussi, je dis on parce que j'aime les trucs un peu collégiales, ou collégiaux d'ailleurs. La télé, le cinéma, c'est pareil. Le cinéma, il y a un mec qui a écrit un truc en pensant à moi. C'est tellement prétentieux. Un mec qui a écrit un truc en pensant à moi et qui vient me voir et me dit tiens, voilà le rôle, j'irai. Alors, je vais peut-être le faire dans ces conditions-là, là, mais j'irai pas faire des castings, quoi. C'est pas mon travail. Peut-être que je me découvrirai comme ayant ce talent-là, mais c'est aussi lié à une peur. Ça a tellement été une connexion que j'ai eue très jeune avec, voir les grands acteurs travailler leur rôle, développer leur carrière, que j'ai pas envie de me décevoir, en fait. Est-ce que tu as appris à jouer? Au cours Florent, un petit peu. Mais le cours Florent, c'était plus expérimenter que apprendre des choses. C'était genre, tu sais jouer au foot? Bah tiens, va sur un terrain. C'était ça.
Mais j'ai pas croisé de gens comme moi. Il y en a sur une classe de 25, il y avait 2 personnes qui étaient comme moi. C'est-à-dire, ma vie ne peut pas se faire autrement que par ici. J'avais vu une ancienne, c'était dans un bouquin de Richard Pryor, il donnait un conseil à un jeune, et Richard Pryor, il disait à ce jeune, il faut que tu prennes le temps de savoir dire la vérité. Est-ce que c'est ça la définition du stand-up et de cette carrière-là? Ah, c'est une belle phrase. Parce qu'en fait, c'est ce qui touche les gens. Tu vois, je te parlais de Orelsan, c'est le propre de l'art. C'est genre, en fait, la création, c'est pas de la fabrication. La création, si tu vas chercher quelque chose, c'est cette phrase, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et en fait, c'est de l'alchimie. Tu vas chercher quelque chose qui existe pour le transformer, mais tu ne fabriques pas. Et en fait, c'est réussir à comprendre ce phénomène. Que tu crées des choses qui sont en toi. Tout est déjà là. Tu vois, on est souvent dans la comparaison avec lui, il a fait telle salle et lui, il a fait telle vanne et tout. Et moi, je suis dans ça encore. Et c'est la raison pour laquelle je fais Bercy. C'est pour me prouver et prouver des choses aux gens encore. Mais j'espère y tuer mon ego. Je disais ça hier dans un podcast. J'espère y tuer mon ego. Si demain, tu dois donner un conseil à une nana ou à un jeune qui a 13, 14, même moins, qui rêve d'être Farid, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai déjà rêve d'être toi. Et c'est tellement... Le problème, c'est que les bons mots, c'est pas les bons mots qu'ils ont envie d'entendre. Prends ton temps quand t'es petit, t'as pas envie de l'entendre. T'as envie de dire, bah non, moi je veux que ce soit là, maintenant, tout de suite. C'est comme quand il t'arrive des choses. Moi, par exemple, je vis des trucs sentimentalement qui, pour moi, sont des montagnes. On me dit, mais des meufs, il y en a plein. J'ai pas envie d'entendre ça. Mais je sais que peut-être, dans 10 ans, je me dirais, ah, j'étais jeune. Et donc, le problème, c'est que les bons mots, ce ne sera pas les bons mots. Donc, je dirais, joue un maximum, expérimente un maximum. Et c'est pas de faire des choses trop tôt. C'est comme les belles meufs au collège. C'est pas elles les belles meufs après. Plus tu deviens beau tard, plus tu restes beau longtemps. T'as une revanche à prendre. Moi, je suis pas un ancien moche, c'est pas vrai. Je disais ça, mais j'ai toujours été le mec qui peut ses pairs. Dans tout. Sur un malentendu, il est là, hop, il y a un passement de jambe, quelque chose. J'ai toujours été ce mec-là, qui a moyen de... Parce qu'il y a toujours une catégorie de gens qui... C'est comme du Prince, quoi, ou du Christine and the Queen. Tout le monde ne va pas aimer, mais il y a toujours des gens qui aiment. C'est quoi ta définition d'une clique? Merci Farid. T'es drôle, hein. Je t'imaginais pas drôle comme ça. T'es drôle. Des méchants. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est méchant? Non, c'était très sincère. Hein. Méchant. Je te jure que c'était de la vraie sincérité. Je te trouve vraiment drôle. T'es drôle comme je le suis pas. C'est vrai. Tu penses que je peux pas être dans la sincérité, hein. J'ai rien dit, mec. Si, Je t'ai rien dit. tu te caches le visage. Ouais, je le pense vraiment. Je Je t'ai le rien pense dit. vraiment. Pour moi, une clique, c'est des gens qui se ressemblent. Ouais. Voilà. Mais il fallait le bon temps de réflexion pour sortir les bons mots. Bienvenue dans notre clique, Farid. On se ressemble? Plus que tu crois. Alhamdoulilah. Life is just a movie, and I'm just playing my part. But it's a lot of actors, you know. There's a lot of writers, there's a lot of directors, there's a lot of stand-ins. I'm just one person. I'm just like a grain of sand, bro. Seriously. That's the way it works, and I'm just so honored to be a part of that. I don't want you to think I'm the catalyst. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas.
Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Click, clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.